Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Terre à Terre. Terre à Terre, c'est votre bouillon de samedi matin. Attention, ça c'est une émission qu'il ne faut pas regarder seule, il faut toujours la regarder en famille parce qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Aujourd'hui donc, nous recevons une icône du football camerounais. Ils sont nombreux, les gens de la jeune génération qui ne l'ont pas connu. Sydney 2000, il y avait un acteur là, il est avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Patrice Abanda. Patrice Abanda, bonjour. Bonjour, Edouard. Comment tu vas? Très bien, merci. Nous sommes très honorés de t'avoir aujourd'hui. Hein. Il faut avouer que 22 ans après, tu n'as pas trop changé en dehors des cheveux blancs. Oui, j'essaie de faire le sport tous les week-ends et même en milieu de semaine lorsque j'ai un peu de temps. Parce que tu es là, ça veut dire que même maintenant on te donne le ballon, tu vas toujours faire des choses. Hein. Ah oui. C'est vrai que la force a diminué, mais l'intelligence y est toujours. Alors, nous allons beaucoup parler de Sydney 2000, où vous êtes rentré avec cette médaille d'or olympique. Alors, comment s'est passée ta sélection? Quand Jean-Paul Akono t'appelle, tu joues dans quelle équipe? La sélection pour les Jeux olympiques. Oui. Lorsqu'on va aux Jeux olympiques, je suis professionnel en Grèce. En Grèce? En Grèce, oui. À Polon Kalamarias. Oui. Mais avant d'aller en Grèce, tu as d'abord joué quand même dans certaines équipes ici localement? Bien sûr. J'ai commencé à la Tempête de Nanga et Boko, où je suis d'ailleurs né. Ah, tu es de Nanga? Je suis né là-bas. D'accord. Ouais. Je suis né là-bas, j'ai connu tout mon cursus scolaire là-bas à Nanga et Boko. Ouais. Et au lycée, j'ai commencé à jouer avec la Tempête de Nanga et Boko. Ouais. Plus tard, la Tempête de Nanga et Boko, c'était la deuxième division. Ouais. Mais plus tard, j'ai été courtisé par des mécènes suisses qui avaient un centre de formation. Et en jouant en deuxième division? Oui, en jouant en deuxième division. Ouais. On est venu faire des matchs de barrage en Fandena avec la Tempête. J'étais encore un jeune lycéen. Et ils m'ont vu jouer, ils m'ont retenu à la fin. Ouais. Et ils ont envoyé des gens me demander si je pouvais intégrer leur centre de formation. Ils ont envoyé quelqu'un au lycée de Nanga et beaucoup me voir. Je lui ai dit, j'ai quand même un papa. Ouais. Rentrez, je vais expliquer à papa. Ils m'ont donné tous les coordonnées. J'ai expliqué à papa, il m'a dit, il ne voit pas de problème. À condition que je continue avec les classes ici. Voilà. C'est ainsi que j'ai intégré le centre de formation. Mais le centre de formation jouait la 3e division, alors que je sortais de 2e division. Oui, les gens trouvaient ça un peu compliqué. Donc tu as accepté de rentrer en 3e division? Oui. Je voulais absolument bénéficier de l'expertise des techniciens suisses. Oui, j'ai donc accepté. Et j'ai suivi une formation de plus de 9 mois à Mboman. Le centre de formation s'appelait Espoir. Et ce centre de formation existe encore maintenant? Il n'existe plus. Il n'existe plus avec le décès du mécène Chalambala de Bengem. D'accord. Oui, ça a disparu. Bon. Mais ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont bien encadrés. Et par la suite, ces mêmes Suisses ont négocié avec les dirigeants du Tonnerre, le regretté Sombe Yenga et l'actuel général Semenge, pour qu'ils soient partenaires. Et ce centre de formation? Partenaires dans le Tonnerre. Oui, afin qu'ils puissent prendre les personnes qu'ils avaient commencé à encadrer au centre de formation et les faire monter au niveau de la 1e division à travers le Tonnerre. Le contrat a été signé et puis les Suisses ont donc pris les meilleurs du centre de formation, ils les ont amenés au Tonnerre. On a fait un bloc avec les anciens du Tonnerre. Et c'est comme ça que j'intègre le Tonnerre. Et tu vas donc jouer pendant combien d'années au Tonnerre avant d'aller en Grèce? Une saison. Une saison. Ça veut dire que tu allais tellement vite que... Oui, j'avais déjà de très bonnes prédispositions lorsque j'étais au lycée. Parce que je bénéficiais d'un avantage énorme, parce que je suis né d'un papa ancien footballeur. Ah d'accord, voilà pourquoi ça a été facile. Ça a été facile parce qu'il m'a mené le voir jouer. J'ai pris goût très tôt. Et j'ai regardé ces choses très tôt et c'est resté comme ça dans ma tête. Vous savez, quand vous regardez quelque chose tout le temps et vous le faites tout le temps,
Vous avez plus de facilité que ceux qui n'en font pas. Et déjà, ton père, il est encore en vie? Bien sûr, bien sûr. Il s'appelle comment? Changa Ombe Ernest. Il avait joué dans quelle équipe lui à son époque? Dans Père de Nangaïbo. Okay. Avec Koundé Emmanuel d'ailleurs, parce que les gens ne savent pas que Emmanuel Koundé a commencé là-bas. Ah, à Nangaïbo. Il était avec mon père à Nangaïbo. D'accord. Il se rappelle d'ailleurs de moi. D'accord. Quand j'étais tout petit. Oh ouais. Mais maintenant donc, tu pars du Tonnerre, tu vas en Grèce. Je pars du Tonnerre après la Coupe du Monde 98. Oui. La Coupe du Monde 98. Oui, France 98. Oui, mais est-ce que c'est-à-dire que lorsque j'intègre le Tonnerre, avec les entraîneurs suisses qu'il y avait, après quelques matchs de première division, je commence à être présélectionné par Claude Leroy. Ah d'accord. Oui. Donc ça veut dire que tu as été à l'expédition de la Coupe du Monde 98. France 98. France 98. Oui, France 98. Bon, là tu as joué quelques matchs comment bien? Non, j'étais au banc de touche parce que les grands frères qui étaient là avant, ils étaient beaucoup plus expérimentés. Donc tu étais vraiment à l'école? J'étais encore à l'école. J'étais encore à l'école, mais c'était important déjà d'avoir des joueurs amateurs. Oui, ce qui n'est pas souvent facile de prendre quelqu'un ici et le convoquer au niveau de l'équipe nationale. Oui, nous étions... Moi, je venais du Tonnerre comme joueur amateur, et Langa aussi. Et Langa, dont le fils était précédemment à Manchester. Jeune Langa, là, oui. D'accord, il était avec son père au Tonnerre. On était les deux joueurs du Tonnerre qui avons participé à la Coupe du Monde 98. Mais dans d'autres clubs, il y avait Ndo. Cyril. Oui, Cyril, le fils de votre collègue. Oui, même Cyril Ndo, il a été mon camarade de classe. Ah, ok. Au collège, d'accord, oui. Il y avait Cyril, il y avait Njanka Beyaka. Oui. Njanka Beyaka. Mais Ndo, Njanka Beyaka était titulaire. Oui. Bon, moi, Ilanga et moi, on était encore vraiment jeunes, mais ça nous a permis de beaucoup apprendre. Et donc, je suis allé en Coupe du Monde étant footballeur amateur. Seulement... mais tu étais prêt, hein? Question de tester. Mais attends, comment? Sinon on ne m'appelle pas. C'était quand même des techniciens chevronnés qui nous avaient sélectionnés. Mais c'est vrai que les gens n'ont pas trop... les gens ne savent pas que j'étais en Coupe du Monde 98 parce que ma sélection s'est faite en 2 étapes. Vous voyez? Nous faisons des matchs de championnat, Claude Leroy demande les meilleurs joueurs, on nous teste lors du stage préparatoire, le premier stage préparatoire, parce que le second a eu lieu à Ajaccio, en France. Lors du premier stage, Claude Leroy, il me dit, bon voilà, moi je vais te laisser, tu es jeune, et par rapport à Njanka, Kala, donc, il t'explique? Oui. Janka, Kala, Bilon. Bilon pensé. Rigaud. Tu es beaucoup plus jeune. Donc, continue à travailler avec. Il était avec Mankowski. Mankowski. Il dit, mais j'ai laissé toi. Il dit, il faut continuer à travailler. J'étais déjà, tout simplement, en entendre ça, j'étais très content. Parce que je savais qu'il allait me suivre. C'est quelqu'un qui aime suivre les jeunes. Bon, je reste. Il fait la liste des présélectionnés du tournoi d'Ajaccio. Je rentre à la maison, pour moi c'est pas un problème du tout. Mais bon, mes amis me disent il fallait que tu ailles. Il leur dit non, laissez tomber. Pas moi je vais aller lorsque ça sera possible. Je sais que je vais travailler, je me connais, je vais travailler. Un coup de chance, la Turquie, en mai 98. La Turquie a un tournoi international qu'elle organise pour célébrer leur roi Atatürk. Et elle invite le Cameroun, la Belgique et le Maroc pour jouer un tournoi à 4. Nos joueurs sont en stage pour la Coupe du Monde d'Ajaccio. Et le ministre Ouona de l'époque, il demande aux encadreurs, des équipes jeunes de prendre les meilleurs que le roi a laissé pour former quelque chose et aller jouer. Le pays. Voilà comment on va en Turquie. On arrive, on joue le premier match
contre la Belgique. On joue le deuxième match contre le Maroc. On joue le troisième match contre la Turquie. Alors, après le dernier match contre la Turquie, on est aligné. On remet les distinctions à tous ceux qui ont eu une bonne prestation pendant la compétition. Ouais. Et là, comme c'était un tournoi à 4, oui. Comment on s'est classé 40e? On est sorti troisième parce que lors du dernier match, nous menons la Turquie à domicile. À la 90e minute, on mène la Turquie 1-0. Nous savons que c'est fini. Les Turcs ont refusé ça. L'arbitre a ajouté 10 minutes. Et en 10 minutes, ils nous ont mis 2 buts. Et vraiment... Vous avez perdu la concentration? Non, on n'a pas perdu la concentration du tout. C'est que l'arbitre a sifflé des choses vraiment... Parce que parce qu'il fallait que la Turquie... ait quand même un bon classement. Et un bon classement en général. Voilà, c'est comme ça qu'on perd le deuxième match, le dernier match 2-1, alors qu'on le menait à la 90e minute. Il avait sifflé des coups francs imaginaires. Voilà comment on est classé troisième finalement. Et lorsqu'on distribue les médailles, j'entends mon nom. On appelle mon nom Best Player of the Tournament. J'ai dit, c'est pas possible. Mes collègues Dikoumé, Daloko et autres me disent, mais Tara, vas-y, félicitations. Je viens à la tribune, je prends la médaille du meilleur joueur du tournoi. Moi-même, je suis surpris parce que c'est vrai, j'avais fait une très bonne prestation, mais je n'avais pas imaginé qu'un défenseur pouvait être meilleur joueur d'un tournoi international. Voilà, parce qu'on regarde souvent les buteurs, les attaquants. Bon. Je prends mon truc, les gars me disent arrose, ils disent ah non, attendez, on arrive à l'hôtel. C'est vrai qu'ils disaient comme ça, nous on n'avait pas assez de moyens lorsqu'on était au tonnerre. C'était juste pour animer. On prépare notre retour. Et lorsqu'on arrive ici, mon entraîneur du tonnerre, le blanc, il m'appelle, il me dit mais Patrice, est-ce que tu sais que ta performance de Turquie là, est en train de t'amener en France? Moi je crois que peut-être c'est un cadeau parce que je suis sorti. Je me dis non mais tu vas rejoindre la sélection. Tu vas rejoindre la sélection? Bon. Les gars sont déjà là-bas? Ils sont déjà là-bas. Toi, tu vas les retrouver? Je vais les retrouver. Grâce au tournoi de la Turquie? Grâce au tournoi de la Turquie. Et voilà comment je dois partir dans 3 jours. Je dois partir dans 3 jours. Mais il y a un match Canon-Tonnerre. Il y a d'abord un derby Canon-Tonnerre avant mon voyage. Alors, tu vas jouer ou tu ne vas pas jouer? Parce que là, il y a sur la marche entre la queue. Voilà. On t'a déjà appelé. Si tu joues encore ce match, tu te fais mal, tu vas dire quoi? Tu l'as si bien dit. Parce que lorsque je dis donc à mes amis, Claude m'a finalement mis dans la liste. Il semble qu'il va faire entrer un joueur de Racing. Mes amis disent quoi? Tara, le match là, tu ne joues pas. Voilà. Je leur dis attention, ce sont les matchs là qui m'ont fait partir. Je vais jouer. Mon entraîneur, Claude André, le Suisse, il me dit, tu peux être mis de côté. Moi, je ne peux pas te contraindre à jouer parce que tu vas représenter le pays. Je vais m'entraîner. Si je m'entraîne bien, vous me mettez au stade. Si je ne suis pas en forme, vous me gardez de côté. Mais moi, je veux jouer. Comment? Voilà. Mes parents m'appellent, ils me disent, tu es devenu fou. Tu vas nous faire perdre. Quoi, ce match-là? Tu vas nous faire perdre autant d'argent. Non, moi j'étais déterminé. Je ne pensais pas à tout ça. Je ne pensais pas aux blessures. Je savais que je dois jouer mon match. Et puis le match Canon-Tonnerre avait une... Non, ça avait une grande saveur. Oui, le stade était plein. Les gens, les spectateurs étaient jusqu'au... Ça comptait par milliers. C'était... Tout le stade était plein quand il y avait ce derby. C'était vraiment... C'était de très beaux matchs. Mais je voulais faire mon travail.
Finalement, tu as joué le match, mais tu n'as pas joué. Finalement, j'ai joué mon match. Et tu as encore sorti le grand match. J'ai encore sorti un grand match. J'ai loué le Seigneur. Quand je suis sorti, j'ai dit ok, sans blessure. On a fait le match un dimanche. Le lundi matin, on m'a accompagné en France prendre le visa Coupe du Monde parce qu'il y a un visa spécial. Oh ouais. On a mis ça dans le passeport de service. À l'époque, on avait les passeports de service. D'accord. On m'a mis le visa dans le passeport de service. Et je les ai rejoints. Mais quand je les ai rejoints, ils avaient joué contre l'Autriche. Oui. Voilà. Donc quand ils sont en train de jouer contre l'Autriche, moi je suis dans le voyage. Ouais. Voilà. Je les rejoins après le match nul contre l'Autriche, but de Ndjanka et puis égalisation de l'Autrichien à la dernière minute. Ouais. Moi je ne suis pas encore là-bas. Je les rejoins alors à Béziers après ce match. Ouais, ouais. Voilà, je les rejoins. Béziers, juste à côté de Montpellier. Tu vas m'expliquer ce que c'est. Non, il fallait que je te fasse savoir que j'étais à Béziers. Voilà. Voilà. Et vous allez donc connaître l'aventure de 98. Oui, quand j'arrive, Pierre, ouais, il me dit, avec Rigaud d'ailleurs, Rigaud, un grand chambreur, il me dit, quand on va rentrer là, il faut que tu me montres ton marabout parce que je n'arrive pas à comprendre. Comment? On te laisse et toi tu viens seulement quand tout est déjà prêt. Hein? Oh ouais. Ouais, il a dit non, il n'y a pas de marabout. D'accord. Et bon, vous avez donc, c'était pas une bonne aventure 98 quand même, France 98. Bon, c'était. Je parle de la prestation générale des La Lions. prestation générale, elle a été bafouée par un arbitre en fait. D'accord. L'arbitre, oui. Parce que nous faisons l'effort de jouer. Il y a eu le match nul contre l'Autriche avec la bonne prestation de Ndjanka. Il met le premier but et puis l'Autrichien égalise à la dernière minute. C'était déjà bien pour nous. Bon, contre l'Italie, nous perdons Kalankongo avec un carton rouge. Ouais. Je crois que c'est Kalankongo avec un carton rouge à la fin de la première mi-temps. C'est vrai que c'était à la fin de la première mi-temps. Oui. Et vous jouez contre l'Italie. Et quand on revient, je crois que c'est Vieri qui nous a filé 2 buts. Et Di Biagio aussi a mis un but. Ouais. Mais on revient en deuxième mi-temps à 10. Vous jouez contre l'Italie quand même. Avec un entraîneur Maldini, un joueur Maldini. Le père et le fils étaient dans l'équipe. C'était pas facile de faire un bon match contre l'Italie. On perd 3-0. Bon. Et par la suite, l'arbitre vient nous gêner contre le Chili. Ouais. Oui, parce qu'il refuse les 2 buts de François. On n'a jamais compris pourquoi il refuse les 2 buts de François. Ouais. Donc, l'aventure s'arrête là. Oui. Bon, maintenant, on va donc aller à Sydney parce qu'on n'a plus assez de temps là. Sydney, vraiment, c'est le sommet du football lorsqu'on rentre quand même avec une médaille d'or olympique. Ça, c'est énorme. Oui, c'est le comité olympique qui coiffe tous les sports. Oui. Donc, c'est la compétition la plus prestigieuse au monde. Oui. Alors, ta médaille d'or, elle est toujours à la maison? Non, je ne peux pas la garder à la maison. Ça veut dire que c'est de l'or vraiment? Il y a... disons que c'est enrobé d'or. Oui, oui. Ok. Et on a continué l'aventure. Et lorsque tu soulèves ton maillot, on lit Ave Maria. C'était quel signal? C'est la grosse image qu'on a gardée quand même. Bon, vous savez que moi je suis un chrétien. Bon, je vais d'abord vous dire qu'est-ce qui me pousse. Parce que vous avez seulement vu le maillot, mais le maillot vient d'où? Le maillot vient du fait que j'ai préparé mes compétitions en Simalène. D'accord. Oui, au sanctuaire marial que vous connaissez, où Marie est apparue en 86 ou en 87, je ne me rappelle pas exactement. Donc j'ai préparé mes compétitions là-bas. Bon, je croyais que parce que les gens disent toujours là que le football, vraiment c'est la sorcellerie, tout ça. Toi, tu étais avec la Vierge Marie? Non, j'étais avec la Vierge Marie et son fils. Je priais, je savais qu'elle pouvait intercéder et puis ça marchait. Et puis ce jour-là, j'ai seulement... C'est le t-shirt que... C'est ce t-shirt là que j'ai utilisé
à tous mes matchs. Donc c'était en bas là-bas? C'était en bas, pendant les Jeux Olympiques. Ouais. Je l'avais toujours sur moi. Ouais. Voilà, j'ai joué tous mes matchs des Jeux Olympiques avec ce t-shirt. Je l'avais acheté pendant qu'on faisait le stage préparatoire des Jeux Olympiques. On a fait un stage en Angleterre. Ouais. Et dans une boutique, j'ai vu un t-shirt blanc, je l'ai acheté. J'ai acheté le marqueur. Ouais. Et à l'hôtel, j'ai écrit avec Maria dessus. Alors ça veut dire que cet habit est encore chez toi comme ça? Cet habit est encore à la maison. C'est ce que je garde à la maison. Alors... Pas la médaille olympique, parce qu'on peut me la prendre lorsque je suis au bureau. Donc, alors, lorsque on a fini les Jeux Olympiques comme ça, on a vu l'accueil qui vous a été réservé, tout ça. Après, on ne te voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, après l'accueil, après les Jeux Olympiques, j'ai fait quelques semaines ici et l'ancien sélectionneur de France, Michel Hidalgo, il m'a contacté parce que le Sparta Prague avait besoin d'un stopper. Il m'a contacté me demandant si j'étais libre. Je lui ai dit oui, je suis libre. Et j'avais d'ailleurs refusé de signer avant les JO, quelques jours avant les JO, parce que je voulais coûter plus cher. Je lui ai expliqué ça. Il m'a dit ok, comme tu es libre, tu vas faire des essais au Sparta Prague. C'est en République tchèque. Dans le pays de Petr Cech, le pays de Nedved, parce que les gens ne connaissent pas trop. J'arrive au Sparta Prague, ils me retiennent une semaine, je fais une semaine de test. Le test est concluant. Et ils me disent, bon, tu rentres au Cameroun, fêter Noël, et tu reviens donc commencer la saison. Parce que je rentre faire quelques jours avec la famille et puis je repars. Je fais le stage préparatoire avec l'équipe et je commence à faire la Champions League, l'UEFA, tout ça avec cette équipe. Mais j'avais eu la chance pendant la Coupe du Monde 98. Pendant qu'on faisait la Coupe du Monde 98, il y avait l'entraîneur qui devait prendre l'équipe première après Claude Leroy. Il était là. Donc il nous voyait travailler et ça fait qu'après la Coupe du Monde, là, après les Jeux Olympiques, il me connaissait déjà. Donc à partir de 98, 99, début 2000, il me connaissait déjà. Donc après 2000, là, il a continué, après les Jeux Olympiques, il a continué à me sélectionner. Mais j'avais une barrière logique. Il y avait Rigaud, il y avait Djanka, il y avait Kala, qui étaient d'excellents défenseurs. Donc je devais attendre. Et j'ai respecté ça. Ça fait que je suis resté effacé comme ça. Je suis resté effacé tout le temps quand ils ont été là. Mais bon, de temps en temps, j'entrais, comme ici, contre la Côte d'Ivoire. On a gagné 2-0, j'étais entré parce que Lucien s'était fait mal, je suis entré. Beaucoup de matchs comme ça, je suis entré. C'était serré à l'époque. Oui, bon, les entraîneurs m'aimaient bien, je n'ai pas eu de problème avec eux, si bien que en ce moment, Pierre Lechantre, au Sénégal, j'ai joué avec Itam Mayer au milieu de terrain. En Libye, lorsque les Libyens nous lançaient les barres de fer, vous vous rappelez de ce match à Tripoli, j'ai aussi joué avec Anoudi au milieu de terrain contre la Corée. Contre la Corée aussi en 2001, un match amical. J'ai toujours joué au milieu de terrain avec Anoudi. Mais il y a eu beaucoup de matchs, j'étais toujours appelé. Mais au banc de touche. Si bien qu'après le match contre la Côte d'Ivoire, je crois que c'était en 2004, je ne suis plus venu en sélection. En 2006, j'arrête de jouer et je rentre. Tu as de jouer comment? Parce que te voilà à peine 98, 2006, c'est... Tu arrêtes pourquoi? Les performances ne tenaient plus, c'était quoi? Non, c'était pas seulement les performances. Moi, je pouvais encore jouer, je pouvais rester dans une... Même si on n'est plus sollicité, trop sollicité à un certain moment. Mais il y a quand même des équipes. Il y a des équipes, oui, bien sûr. Oui, ça ne m'intéressait pas. Ce n'était pas le niveau de jeu qui m'intéressait. Je voulais jouer la Champions League, l'UEFA, la sélection.
Et lorsque je n'étais plus trop sollicité par les clubs UP, j'ai préféré rentrer, je suis rentré. Et je savais qu'en rentrant, je peux faire valoir, je peux utiliser mes références scolaires. Voilà. Donc quand j'ai décidé de rentrer, et directement j'ai cherché à utiliser mes références scolaires en travaillant à nouveau. Donc actuellement, tu es fonctionnaire? Actuellement, je suis gestionnaire de compte à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ah, d'accord. Tu n'as pas chômé alors? Non. Tu vois que ton père t'a bien accompagné, tu joues au foot, mais tu ne laisses pas l'école. Voilà, lorsque le foot commence à faire genre façon, tu reviens maintenant avec tes diplômes et là aujourd'hui. Alors au quotidien, c'est que tu vas au boulot, tu t'occupes de ta petite famille et puis c'est bon. Oui, je vais au travail, je m'occupe de la famille. Les week-ends, je vais au 2-0 comme tout Camerounais, tout ancien footballeur. Oui, et puis de temps en temps, j'ai la chance d'être appelé par le collectif des anciens Lions Indomptables, dirigé par Roger Mila. De temps en temps, il nous appelle, on se retrouve, on joue des matchs de gala. Et il nous entretient bien, Roger. Bon. Voilà, comme nous sommes déjà arrivés au terme de cet entretien, bon, les Lions, ils vont en Coupe du Monde. Alors, comment est-ce que tu vois cette équipe? Je trouve, je sais que cette équipe est pétrie de très bons éléments. Bon, le staff technique aussi, hein, je lui fais confiance. Rigaud est le manager et il est entouré de très bons formateurs et de très bons entraîneurs qui peuvent bien gérer les ateliers. Est-ce qu'au regard des 2 matchs amicaux qu'on vient de livrer là, il y a lieu d'avoir espoir en cette équipe qui va en Coupe du Monde? Est-ce qu'après avoir regardé les 2 matchs là? Oui, c'est pas seulement le discours. Mon discours, c'est pas parce que j'ai joué en sélection avec eux que je dois absolument les supporter. Non. Je sais que les 2 matchs amicaux, on les a perdus, mais ce sont des matchs d'essai. On les appelle les matchs d'entraînement. C'est pour essayer de voir qui peut, à un mois de la compétition, qui peut être parmi les 11. Mais moi, je vois 16 à 17 très grands footballeurs dans l'équipe. Je crois qu'il va seulement compléter cette liste-là avec les nouveaux qui vont arriver. Les Camerounais doivent faire confiance à leur équipe nationale. Et je suis très surpris que même avec la performance de Blida, les gens continuent à douter. Même une performance récente comme celle qu'on a eue à Blida, les Camerounais continuent à douter de leur sélection. C'est pas il y a lieu d'avoir espoir. Il faut avoir espoir. Voilà, c'est donc sur cette note d'espoir qu'on va mettre un terme à notre entretien. On a reçu aujourd'hui, je vous ai dit, un dinosaure du football camerounais. C'était Patrice Abanda. À samedi prochain, s'il plaît à Dieu.